L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle a affronté tout le monde pour adopter cette fille il y a 20 ans, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle la remercierait ainsi. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans les rues poussiéreuses de Freetown, capitale de la Sierra Leone, l'air était lourd de tension. L'année 1995 marquait le point culminant d'une guerre civile brutale qui déchirait le pays. C'est dans ce chaos qu'une petite fille nommée Mabinti vint au monde. Elle a les yeux de sa mère, murmura doucement Amadou, le père de Mabinti, en la tenant pour la première fois dans ses bras. Sa femme, Fatoumata, sourit faiblement, épuisée par l'accouchement difficile. Mais leur bonheur fut de courte durée. Un soir, alors que les ombres s'allongeaient sur la ville, des coups de feu retentirent dans leur quartier. Amadou! Ils arrivent, cria Fatoumata, serrant Mabinti contre sa poitrine. Amadou se précipita vers la fenêtre. Vite, cache-toi avec la petite. À peine avait-il prononcé ces mots que la porte vola en éclats. Des rebelles armés firent irruption dans la maison. Où est l'argent? Rugit le chef des rebelles. Nous n'avons rien, je vous le jure, plaida Amadou, les mains levées. Un coup de feu retentit, et Amadou s'effondra. Fatoumata étouffa un cri, serrant Mabinti encore plus fort contre elle. Les mois qui suivirent furent un cauchemar pour Fatoumata et sa fille. La famine s'abattit sur le pays, et les maladies se propagèrent rapidement. Mabinti, à peine âgée de 3 ans, regardait sa mère s'affaiblir de jour en jour. « Ma chérie, murmura Fatoumata sur son lit de mort, sois forte. Un jour, tu connaîtras le bonheur. » Après la mort de sa mère, Mabinti fut confiée à son oncle, Sékou. Mais celui-ci, accablé par la pauvreté et le désespoir, ne vit qu'une solution, l'orphelinat. « Je suis désolé, ma petite, dit-il en la déposant devant le bâtiment délabré. C'est pour ton bien. » À l'intérieur de l'orphelinat, Mabinti découvrit un monde froid et impersonnel. Les enfants n'étaient que des numéros ici. Et elle devint le numéro 27. Regarde sa peau, chuchotaient les autres enfants. Elle a des taches blanches. Mabinti baissa les yeux sur ses mains. Sa peau, autrefois d'un brun uniforme, était maintenant parsemée de taches blanches. Le vitiligo s'était déclaré, probablement déclenché par le stress et les traumatismes qu'elle avait subis. Madame Kourouma, la directrice de l'orphelinat, observa Mabinti avec un mélange de dégoût et de superstition. « Cette enfant est maudite, déclara-t-elle. C'est la fille du diable. » Ces mots eurent un impact profond sur la petite Mabinti. Chaque nuit, elle se recroquevillait dans son lit, pleurant silencieusement. « Pourquoi personne ne me veut ?» se demandait-elle, observant les autres enfants être adoptés les uns après les autres. Une nuit particulièrement sombre, alors que ses sanglots secouaient son petit corps, une voix douce se fit entendre. « Et, ne pleure pas. Je suis là avec toi. » Mabinti leva les yeux et vit une autre petite fille, le numéro 26, qui la regardait avec compassion. « Je m'appelle aussi Mabinti, dit la fille. On peut être amis si tu veux. » Pour la première fois depuis son arrivée à l'orphelinat, Mabinti sentit une lueur d'espoir. Elle n'était plus seule. Les jours passaient, monotones et difficiles. Mabinti et sa nouvelle amie se soutenaient mutuellement, partageant leurs maigres rations et se réconfortant dans les moments difficiles. Un jour, alors que Mabinti balayait la cour de l'orphelinat, une bourrasque de vent souleva un nuage de poussière. Quand il se dissipa, elle vit quelque chose coincé contre la clôture. C'était un vieux magazine, usé et déchiré. Curieuse, elle s'approcha et le ramassa. Sur la couverture, une image la frappa de plein fouet, une femme vêtue d'un tutu rose, se tenant sur la pointe des pieds, les bras gracieusement levés au-dessus de sa tête. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mabinti à sa professeure, Madame Diallo, la seule adulte de l'orphelinat qui la traitait avec gentillesse. Madame Diallo regarda l'image et sourit tristement. « C'est une ballerine, ma chérie. Elle danse le ballet. » Les yeux de Mabinti s'illuminèrent. « Un jour, je serai comme elle, déclara-t-elle avec une détermination surprenante pour une si petite fille. Les autres enfants qui avaient entendu sa déclaration éclatèrent de rire. « Toi? Une ballerine? Impossible, se moquèrent-ils. Mais Mabinti ne les écoutait pas. Elle serra le magazine contre sa poitrine,
comme un trésor précieux. Pour la première fois de sa vie, elle avait un rêve, un espoir auquel s'accrocher. Ce soir-là, allongée dans son lit, Mabanti ferma les yeux et s'imagina dansant sur une grande scène, libre et belle. Elle ne savait pas encore que ce rêve allait changer sa vie de manière spectaculaire, la portant bien au-delà des murs de cet orphelinat, vers un destin qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le magazine usé devint le trésor le plus précieux de Mabanti. Chaque nuit, elle le sortait de sa cachette sous son matelas fin et contemplait l'image de la ballerine à la lueur de la lune. Cette routine nocturne devint son secret, son échappatoire à la dure réalité de l'orphelinat. Un soir, alors que Mabanti admirait son magazine, sa meilleure amie, l'autre Mabanti, la surprit. « Qu'est-ce que tu regardes » chuchota-t-elle, curieuse. Mabanti hésita un instant avant de partager son secret. « C'est une ballerine » expliqua-t-elle doucement. « Un jour, je danserai comme elle. » L'autre Mabanti regarda l'image, puis son amie, avec un mélange de compassion et de doute. « Mais, comment ? Nous sommes ici, et personne ne nous adopte jamais. » Ces mots, bien que durs, étaient empreints de la réalité cruelle de leur situation. Mabanti sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Je ne sais pas comment, admit-elle, mais je le ferai. Je le dois. » Le lendemain matin, motivé par sa conversation nocturne, Mabanti décida de commencer à s'entraîner. Dans un coin de la cour, loin des regards moqueurs des autres enfants, elle tenta maladroitement d'imiter les poses qu'elle avait vues sur l'image. Madame Diallo, qui passait par là, remarqua les efforts de la petite fille. Touchée par sa détermination, elle s'approcha. « Que fais-tu, ma petite Mabanti » demanda-t-elle gentiment. Mabanti, prise sur le fait, rougit. « J'essaie de danser comme la dame sur l'image » murmura-t-elle, s'attendant à être réprimandée. Mais à sa grande surprise, Madame Diallo sourit. « Viens, je vais te montrer quelques mouvements de base. » Pendant les semaines qui suivirent, Madame Diallo consacra quelques minutes chaque jour à enseigner à Mabanti les positions de base du ballet. Ces moments devinrent un rayon de soleil dans la vie autrement sombre de la petite fille. Cependant, le bonheur de Mabanti fut de courte durée. Un matin, des cris retentirent dans la cour de l'orphelinat. Un groupe de rebelles avait fait irruption, cherchant de la nourriture et des fournitures. Madame Diallo tenta courageusement de protéger les enfants. « Laissez-les tranquilles » cria-t-elle. « Ce ne sont que des enfants innocents. » Mabanti, cachée derrière un buisson, regarda avec horreur la scène qui se déroulait devant elle. L'un des rebelles, un jeune garçon à peine plus âgé qu'elle, s'approcha de Madame Diallo avec un machette. « Non » hurla Mabanti, sortant de sa cachette. « Ne lui faites pas de mal. » Le temps sembla s'arrêter. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille courageuse. Le jeune rebelle, surpris par son audace, hésita. C'est alors que le gardien de nuit de l'orphelinat intervint. « Je vous en prie, supplia-t-il, épargnez ces vies innocentes. Prenez ce dont vous avez besoin et partez. » Après un moment de tension insoutenable, les rebelles acceptèrent et quittèrent l'orphelinat, laissant derrière eux un groupe d'enfants terrifiés et une Madame Diallo ébranlée mais reconnaissante. Cette expérience traumatisante laissa une cicatrice profonde dans l'âme de Mabanti. Pendant plusieurs nuits, elle fut tourmentée par des cauchemars, revivant sans cesse la scène terrifiante. Un soir, incapable de dormir, elle sortit son précieux magazine. En regardant l'image de la ballerine, si sereine et gracieuse, Mabanti sentit une détermination nouvelle naître en elle. « Je ne laisserai pas cet endroit me briser » murmura-t-elle pour elle-même. « Un jour, je danserai sur une vraie scène, loin de toute cette violence et cette peur. » À partir de ce jour, Mabanti redoubla d'efforts dans ses entraînements secrets. Chaque mouvement, chaque posture devenait une affirmation de sa volonté de survivre et de prospérer. Madame Diallo, impressionnée par la détermination de la petite fille, lui apporta un soutien discret mais constant. Elle lui procura de vieux chaussons usés et lui enseigna les bases de la musique classique en fredonnant des mélodies qu'elle se souvenait avoir entendues dans sa jeunesse. Un jour, alors que Mabanti s'entraînait, elle entendit une voix familière derrière elle. « Tu es vraiment douée » dit l'autre Mabanti, son ami. Surprise, Mabanti se retourna. « Tu le penses vraiment ?» Son ami hocha la tête. « Oui. Quand tu danses, c'est comme si tu étais ailleurs. Comme si tu étais libre. » Ces mots touchèrent profondément Mabanti. Pour la première fois, elle réalisa que sa danse n'était pas seulement un rêve, mais aussi une forme d'évasion,
une manière de transcender les murs de l'orphelinat et les limites que la vie lui avait imposées. Un jour, dit Mabinti avec une conviction renouvelée, je danserai sur une vraie scène. Et quand ce jour viendra, je reviendrai te chercher. Nous serons libres ensemble. Son ami sourit, touché par cette promesse. Je t'attendrai, répondit-elle simplement. Les jours passèrent, se transformant en semaines, puis en mois. Mabinti continuait à s'entraîner en secret, nourrissant son rêve malgré les difficultés quotidiennes de la vie à l'orphelinat. Un matin, une nouvelle inattendue secoua l'orphelinat, des Américains venaient adopter des enfants. L'excitation et l'espoir se répandirent comme une traînée de poudre parmi les enfants. Mabinti, cependant, restait prudente. Elle avait appris à ne pas trop espérer, à se protéger des déceptions. Mais au fond d'elle, une petite flamme d'espoir s'était allumée. Et si c'était sa chance? Et si quelqu'un la choisissait, elle, la fille aux taches sur la peau? Alors que l'attente se faisait de plus en plus insoutenable, Mabinti se réfugia dans sa danse, transformant son anxiété et son espoir en mouvements gracieux. Elle ne le savait pas encore, mais ce rêve improbable qu'elle nourrissait allait bientôt la porter vers un destin extraordinaire, bien au-delà des murs de cet orphelinat en Sierra Leone. À des milliers de kilomètres de la Sierra Leone, dans une banlieue paisible du New Jersey, Élise Dupont-Moreau se tenait devant la fenêtre de sa cuisine, une tasse de café à la main. Son regard se perdait dans le lointain, son esprit vagabondant vers un continent qu'elle n'avait jamais visité, mais qui occupait ses pensées depuis des mois. Chérie, appela son mari, Claude, en entrant dans la cuisine. Tu es encore perdu dans tes pensées. Élise se tourna vers lui avec un sourire mélancolique. Je ne peux pas m'en empêcher, Claude. Je pense à cet enfant qui nous attend quelque part en Afrique. Claude posa une main réconfortante sur l'épaule de sa femme. Leur décision d'adopter un enfant africain n'avait pas été prise à la légère. Après avoir perdu leurs 3 fils adoptifs à cause du sida, contracté par une transfusion sanguine contaminée, le couple avait traversé des années de deuil et de questionnement. Je sais que c'est difficile, murmura Claude. Mais pense à la joie que nous allons apporter à un enfant qui en a besoin. Soudain, le téléphone sonna, faisant sursauter Élise. Elle décrocha, le cœur battant. Madame Dupont-Moreau, demanda une voix à l'autre bout du fil. Ici l'agence d'adoption. Nous avons des nouvelles concernant votre dossier. Élise retint son souffle. Oui, je vous écoute. Nous avons une question importante à vous poser, poursuivit la voix. Quel Mabinti souhaitez-vous adopter? Nous en avons 2. Élise fronça les sourcils, confuse. 2? Comment ça? Eh bien, expliqua l'agent, il y a 2 petites filles nommées Mabinti dans l'orphelinat. L'une d'elles, Mabinti numéro 26, est celle que vous aviez initialement choisie. Mais il y a aussi Mabinti numéro 27. 12 familles l'ont déjà refusé à cause d'une condition de peau. Le cœur d'Élise se serra. Une condition de peau, répéta-t-elle doucement. Oui, elle souffre de vitiligo. Beaucoup de familles trouvent cela problématique. Élise ferma les yeux, submergée par l'émotion. Elle repensa à ses fils, à leur courage face à la maladie, à l'injustice de leur destin. Et maintenant, cette petite fille, rejetée pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Sans hésiter une seconde de plus, Élise prit sa décision. Nous les prendrons toutes les 2, déclara-t-elle d'une voix ferme. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Vous êtes sûr? Demanda l'agent, visiblement surpris. Absolument, confirma Élise. Ces 2 petites filles méritent une famille aimante. Nous serons cette famille. Après avoir raccroché, Élise se tourna vers Claude, qui avait écouté la conversation avec attention. Nous allons avoir 2 filles, annonça-t-elle, les larmes aux yeux. Claude la prit dans ses bras. Tu as fait le bon choix, mon amour. Nous les aimerons toutes les 2, de tout notre cœur. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Élise et Claude réaménagèrent leur maison, préparant 2 chambres d'enfants identiques. Ils ne voulaient pas que l'une des filles se sente moins aimée que l'autre. Enfin, le grand jour arriva. Élise et Claude atterrirent en Sierra Leone, le cœur battant d'anticipation et d'anxiété. Le trajet jusqu'à l'orphelinat leur parut interminable. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, ils furent accueillis par Madame Diallo, qui les conduisit dans une petite pièce où attendaient les 2 Mabinti. Élise repéra immédiatement Mabinti numéro 27. La petite fille se tenait légèrement en retrait,
les bras croisés sur sa poitrine, une expression méfiante sur son visage. Ses yeux, cependant, trahissaient une lueur d'espoir qu'elle essayait désespérément de cacher. S'approchant doucement, Élise s'agenouilla devant elle. « Bonjour, Mabinti, dit-elle doucement en français. Je m'appelle Élise. Je suis ta nouvelle maman. » Mabinti la regarda fixement, cherchant dans ses yeux une trace de mensonge ou de rejet. N'en trouvant aucune, elle murmura d'une voix à peine audible, « Vraiment ? Vous me voulez vraiment ?» Élise sentit son cœur se briser et se reconstruire en même temps. « Oui, ma chérie. Toi et ton ami. Nous allons rentrer à la maison ensemble. » À ces mots, les barrières que Mabinti avait érigées autour de son cœur commencèrent à s'effondrer. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues alors qu'elle se jetait dans les bras d'Élise. Claude, qui observait la scène avec émotion, s'approcha de l'autre Mabinti. « Et toi, ma petite, es-tu prête à venir avec nous aussi ?» La fillette hocha timidement la tête, un sourire hésitant se dessinant sur son visage. Alors qu'il quittait l'orphelinat, Mabinti numéro 27 tira doucement sur la manche d'Élise. « Attendez, dit-elle. J'ai quelque chose à prendre. » Elle courut vers son lit et en sortit le vieux magazine avec la ballerine sur la couverture. Élise regarda l'image, puis sa nouvelle fille, une compréhension soudaine l'envahissant. « Tu aimes la danse ?» demanda-t-elle gentiment. Mabinti hocha la tête, serrant le magazine contre sa poitrine. « Un jour, je serai comme elle, murmura-t-elle. Élise sourit, des larmes de joie brillant dans ses yeux. « Alors nous ferons tout pour que ce rêve devienne réalité, ma chérie. » Alors qu'ils montaient dans la voiture qui les conduirait à l'aéroport, vers leur nouvelle vie, Élise réalisa que ce n'était pas seulement elle et Claude qui offraient un nouveau départ à ses fillettes. Ces deux petites Mabinti leur offraient aussi une seconde chance, une opportunité de guérir les blessures du passé et de créer une famille remplie d'amour et d'espoir. Le voyage qui les attendait ne serait pas facile, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient à eux. Le voyage en avion fut une expérience surréaliste pour les deux Mabinti. Elles regardaient par le hublot, émerveillées par le spectacle des nuages et de l'immensité du ciel. Élise et Claude observaient leur réaction avec un mélange de joie et d'appréhension, conscients des défis qui les attendaient. À leur arrivée dans leur nouvelle maison du New Jersey, les filles furent submergées par la nouveauté de tout ce qui les entourait. La maison spacieuse, les chambres individuelles, les jouets, tout cela semblait sortir d'un rêve. « C'est pour nous ?» demanda Mabinti numéro 27, ses yeux s'écarquillant devant sa nouvelle chambre. Élise sourit doucement. « Oui, ma chérie. C'est votre maison maintenant. » Les premiers jours furent un mélange d'excitation et d'anxiété. Les filles découvraient de nouvelles saveurs, de nouveaux sons, de nouvelles habitudes. Mais la nuit, les vieux démons ressurgissaient. Une nuit, Élise fut réveillée par des sanglots étouffés. Elle se dirigea vers la chambre de Mabinti numéro 27 et la trouva recroquevillée dans un coin, tremblante. « Mabinti, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Élise doucement, s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer. Entre deux sanglots, Mabinti réussit à articuler « J'ai peur que vous changiez d'avis sur moi. » Le cœur d'Élise se serra. Elle s'assit à côté de la petite fille et la prit délicatement dans ses bras. « Jamais, mon amour. Tu es ma fille maintenant, pour toujours. » Mabinti leva les yeux vers Élise, cherchant la vérité dans son regard. « Même avec mes taches. » Élise caressa doucement le visage de sa fille. « Tes taches font partie de toi, et je t'aime exactement comme tu es. Elles sont comme des étoiles sur ta peau, elles te rendent unique et magnifique. » Ces mots semblèrent apaiser Mabinti, qui se blottit contre sa nouvelle mère. Le lendemain matin, Mabinti sortit timidement le vieux magazine de ballerine qu'elle avait apporté de l'orphelinat. « Maman, dit-elle doucement, testant le mot sur sa langue, je peux toujours devenir comme elle un jour. » Élise regarda l'image, puis sa fille, une détermination brillant dans ses yeux. « Bien sûr que tu peux, ma chérie. Nous ferons tout pour que cela arrive. » Dès lors, Élise commença à chercher des cours de danse pour Mabinti. Ce ne fut pas une tâche facile. Certaines écoles hésitaient à accepter une élève avec un passé si différent et une apparence peu conventionnelle. Un jour, après un énième refus, Mabinti entendit une conversation entre ses parents. « C'est injuste !» s'exclama Élise, frustrée. « Il ne lui donne même pas une chance de montrer ce dont elle est capable. » Claude posa une main réconfortante sur l'épaule de sa femme. «
Nous trouverons une solution, mon amour. Notre fille mérite de poursuivre son rêve. » Cachée derrière la porte, Mabanti sentit une vague de gratitude et de détermination l'envahir. Ses nouveaux parents croyaient en elle, et elle ne les décevrait pas. Finalement, ils trouvèrent une petite école de danse dirigée par Madame Lefebvre, une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. Lorsqu'elle vit Mabanti, ses yeux s'illuminèrent. « Cette petite a quelque chose de spécial, » dit-elle à Élise et Claude. « Je le vois dans ses yeux. La passion, la détermination. Je la prendrai comme élève. » Les cours de danse devinrent le point culminant de la semaine de Mabanti. Elle s'entraînait avec une détermination féroce, transformant chaque mouvement en une déclaration de sa volonté de réussir. Cependant, les défis ne se limitaient pas à la danse. À l'école, Mabanti et sa sœur adoptive durent faire face aux regards curieux et parfois cruels de leurs camarades. Un jour, Mabanti rentra à la maison en larmes. « Ils m'ont appelé la fille tachetée, sanglota-t-elle dans les bras d'Élise. Élise sentit la colère monter en elle, mais elle savait qu'elle devait rester forte pour sa fille. « Ma chérie, dit-elle doucement, tu es bien plus que ce qu'il voit. Tu es forte, tu es talentueuse, et tu as un cœur en or. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Ces mots devinrent un mantra pour Mabanti. Chaque fois qu'elle faisait face à un obstacle, elle se les répétait, puisant de la force dans l'amour et la confiance de sa famille. Les mois passèrent, et progressivement, les filles s'adaptèrent à leur nouvelle vie. Elles apprirent l'anglais, se firent des amis, et commencèrent à s'épanouir dans leur nouvel environnement. Pour Mabanti numéro 27, désormais appelée Michaela par sa nouvelle famille, la danse devint plus qu'un simple passe-temps. C'était son refuge, son moyen d'expression, sa façon de transcender son passé et d'embrasser son avenir. Un soir, alors qu'Élise bordait Michaela, celle-ci lui dit « Maman, un jour je danserai sur une grande scène. Et quand ce jour viendra, je veux que tout le monde sache que c'est grâce à toi et papa. Vous m'avez donné des ailes. » Élise embrassa tendrement le front de sa fille, des larmes de fierté brillant dans ses yeux. « Et nous serons là pour te voir voler, ma chérie. » Chaque pas du chemin. Alors que la nuit tombait sur leur maison du New Jersey, Michaela s'endormit paisiblement, bercée par des rêves de tutus et de pirouettes. Le chemin qui l'attendait serait long et difficile, mais avec l'amour de sa nouvelle famille et sa détermination inébranlable, elle était prête à affronter tous les défis qui se dresseraient sur sa route. Les années passèrent, et Michaela grandissait, son amour pour la danse ne faisant que s'intensifier. Chaque jour, elle s'entraînait avec une détermination qui impressionnait même Madame Lefebvre, son professeur de danse. Cette petite a le feu sacré, confiait souvent Madame Lefebvre à Élise après les cours. Elle pourrait aller loin, très loin même. Michaela absorbait chaque leçon, chaque conseil, comme une éponge. Elle passait des heures devant le miroir de sa chambre, répétant inlassablement les mouvements, cherchant la perfection dans chaque geste. Un jour, alors qu'elle avait maintenant 12 ans, Michaela entendit parler d'une audition pour une prestigieuse école de ballet à New York. Le cœur battant, elle en parla à ses parents. « Maman, papa, je veux tenter ma chance, » déclara-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Élise et Claude échangèrent un regard. Ils savaient que le monde du ballet professionnel pouvait être impitoyable, surtout pour quelqu'un comme Michaela. « Ma chérie, » commença doucement Élise, « tu sais que ce ne sera pas facile. Il y aura beaucoup de concurrence, et certaines personnes pourraient me juger à cause de ma peau, » termina Michaela. « Je sais, maman. Mais je ne peux pas laisser ça m'arrêter. Je dois essayer. » Devant la détermination de leur fille, Élise et Claude ne purent que hocher la tête. « Très bien, » dit Claude. « Nous serons là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. » Le jour de l'audition arriva. Michaela, vêtue de son justo-corps noir et de ses collants roses, se tenait droite parmi des dizaines d'autres jeunes danseuses. Elle pouvait sentir les regards curieux, parfois désapprobateurs, sur sa peau tachetée. Alors qu'elle attendait son tour, elle entendit deux filles chuchoter derrière elle. « Regarde celle-là, avec les taches. Elle pense vraiment avoir une chance ? Je sais. C'est presque drôle. Comme si une fille comme ça pouvait devenir ballerine. » Michaela sentit son cœur se serrer, mais elle se rappela les paroles de sa mère, « Tu es bien plus que ce qu'il voit. » Prenant une profonde inspiration, elle se redressa encore plus. Quand son tour arriva, Michaela dansa comme si sa vie en dépendait. Chaque mouvement était empreint de grâce et de passion. Pour un moment,
Elle oublia les regards, les chuchotements, les doutes. Il n'y avait plus qu'elle et la musique. À la fin de sa performance, un silence tomba sur la salle. Puis, à sa grande surprise, des applaudissements éclatèrent. Même les juges, habituellement impassibles, semblaient impressionnés. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. Michaela l'ouvrit d'une main tremblante, ses parents à ses côtés. Ses yeux parcoururent rapidement le texte, puis elle laissa échapper un cri de joie. « J'ai été acceptée » s'exclama-t-elle, sautant dans les bras de ses parents. C'était le début d'une nouvelle aventure, mais aussi de nouveaux défis. L'école de ballet était exigeante, les journées longues et épuisantes. Michaela devait jongler entre ses études académiques et ses entraînements intensifs. Un jour, après un cours particulièrement difficile, Michaela surprit une conversation entre son professeur et un autre membre du personnel. « Elle a du talent, c'est indéniable », disait le professeur. « Mais vous savez comme moi que le monde du ballet est traditionnel. Une danseuse avec son apparence aura du mal à trouver sa place. » Ces mots frappèrent Michaela comme un coup de poing. Elle courut se réfugier dans les vestiaires, les larmes aux yeux. C'est là que sa meilleure amie, Sophie, la trouva. « Michaela ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophie, inquiète. Entre deux sanglots, Michaela lui raconta ce qu'elle avait entendu. Sophie l'écouta attentivement, puis prit ses mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, dit-elle fermement. Tu es la danseuse la plus talentueuse et la plus déterminée que je connaisse. Ta peau ne définit pas qui tu es ou ce dont tu es capable. Tu vas leur montrer à tous qu'ils ont tort. » Ces mots, combinés au soutien indéfectible de ses parents et à sa propre détermination, donnèrent à Michaela la force de continuer. Elle redoubla d'efforts, s'entraînant plus dur que jamais. Les années passèrent, et Michaela continua à progresser. À 17 ans, elle reçut une offre pour rejoindre le Dance Theatre of Harlem, une compagnie reconnue pour sa diversité. C'était une opportunité incroyable, et Michaela la saisit à deux mains. Le soir de sa première représentation avec la compagnie, Élise et Claude étaient au premier rang, les yeux brillants de fierté. Quand Michaela apparut sur scène, gracieuse et puissante, le public fut captivé. Sa peau tachetée, loin d'être un handicap, semblait ajouter une dimension unique à sa danse, la rendant encore plus fascinante. Après le spectacle, alors que Michaela recevait les félicitations de ses collègues et du public, un homme s'approcha d'elle. Il se présenta comme Ted Bransen, directeur du Dutch National Ballet à Amsterdam. « Mademoiselle de Prince, dit-il, utilisant le nom de famille que Michaela avait adopté, votre performance ce soir était extraordinaire. J'aimerais vous offrir un poste dans notre compagnie. » Michaela n'en croyait pas ses oreilles. Le Dutch National Ballet était l'une des compagnies les plus prestigieuses d'Europe. C'était une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle avec ses parents, Michaela réalisa à quel point elle avait parcouru de chemin. De l'orphelinat en Sierra Leone aux scènes les plus prestigieuses du monde, elle avait surmonté chaque obstacle avec grâce et détermination. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie, » dit Élise en serrant sa fille dans ses bras. « Tu as prouvé que rien n'est impossible quand on croit en ses rêves. » Michaela sourit, des larmes de joie coulant sur ses joues. « C'est grâce à vous, dit-elle. Vous m'avez donné l'amour et la confiance dont j'avais besoin pour voler de mes propres ailes. » Alors qu'elle se préparait pour cette nouvelle aventure à Amsterdam, Michaela savait que ce n'était que le début. Elle avait encore beaucoup à accomplir, beaucoup à prouver. Mais avec chaque pas de danse, chaque pirouette, elle continuait à réécrire les règles et à inspirer d'autres à suivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Le succès de Michaela ne cessait de croître. À 22 ans, elle était devenue soliste au Dutch National Ballet, une ascension fulgurante qui impressionnait le monde de la danse. Ses performances captivaient le public, et son histoire inspirait des millions de personnes à travers le monde. Un jour, Michaela reçut un appel inattendu de son agent. « Michaela, j'ai une nouvelle incroyable, dit-il, sa voix tremblante d'excitation. Beyoncé veut que tu danses dans son prochain clip vidéo. » Michaela en resta bouche bée. Danser pour Beyoncé? C'était au-delà de ses rêves les plus fous. C'est incroyable, balbutia-t-elle. Le tournage du clip fut une expérience surréaliste. Beyoncé elle-même vint la saluer sur le plateau. « J'ai suivi ton parcours, » lui dit la superstar. « Tu es une inspiration pour beaucoup de jeunes filles. » Michaela sentit les larmes lui monter aux yeux.
Elle pensa à la petite fille effrayée qu'elle était autrefois, dans cet orphelinat en Sierra Leone, et à quel point son chemin avait été extraordinaire. Le clip, Freedom, devint un phénomène mondial. Michaela reçut des milliers de messages de fans du monde entier, touchés par sa grâce et son histoire. Peu après, elle fut choisie comme nouvelle égérie pour la campagne Show em Wates Internet de jockey. Son visage et son corps, avec ses taches de vitiligo, s'affichaient sur des panneaux publicitaires dans les grandes villes du monde. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une répétition, Michaela reçut un appel d'un numéro inconnu. Intriguée, elle décrocha. « Allô » dit-elle, curieuse. « Mabinti ? C'est toi » demanda une voix tremblante à l'autre bout de la ligne. Michaela se figea. Cette voix, elle lui semblait étrangement familière, comme un lointain souvenir. « Oui, c'est moi » répondit-elle, le cœur battant. « Qui est à l'appareil » Il y eut un long silence, puis la voix reprit, chargée d'émotion, « Ma fille, c'est moi. Ta mère biologique. » Le monde de Michaela s'arrêta. Sa mère biologique ? Celle qu'elle croyait morte depuis toutes ces années. Comment est-ce possible, balbutia Michaela, les larmes coulant sur ses joues. C'est une longue histoire, ma fille, répondit la voix. J'ai survécu à la guerre, mais j'étais trop malade et trop pauvre pour m'occuper de toi. Je t'ai confié à ton oncle, espérant qu'il pourrait te donner une meilleure vie. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Et puis, il y a quelques jours, j'ai vu ton visage à la télévision. J'ai su immédiatement que c'était toi. Michaela s'assit, submergée par l'émotion. Son esprit tourbillonnait de questions, de doutes, de joie et de peur. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Je comprends, dit doucement sa mère biologique. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu m'acceptes dans ta vie. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi, de la femme forte et talentueuse que tu es devenue. Michaela resta silencieuse pendant un long moment, essayant de traiter cette information. Puis, prenant une profonde inspiration, elle dit « J'aimerais vous rencontrer. Pas tout de suite, mais bientôt. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » Bien sûr, ma fille, répondit la voix, pleine d'espoir. Je serai là quand tu seras prête. Après avoir raccroché, Michaela resta assise dans l'obscurité de son appartement, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle pensa à Élise et Claude, ses parents adoptifs qui l'avaient aimée inconditionnellement. Elle pensa à son parcours, de l'orphelinat aux plus grandes scènes du monde. Et maintenant, ce nouveau chapitre inattendu s'ouvrait devant elle. Le lendemain, elle appela Élise et Claude pour leur parler de ce qui s'était passé. Leur réaction la surprit et la toucha profondément. « Ma chérie, dit Élise, la voix pleine d'amour, nous serons toujours tes parents. Mais si tu veux explorer cette partie de ton histoire, nous te soutiendrons. Nous voulons que tu sois heureuse et en paix avec toutes les parties de qui tu es. » Quelques semaines plus tard, Michaela se retrouva dans un petit café à Amsterdam, attendant nerveusement. Quand une femme entra, leurs yeux se croisèrent, et Michaela sut immédiatement que c'était elle. Leur rencontre fut émouvante, remplie de larmes, de rires et de longues conversations. Michaela apprit l'histoire complète de sa naissance, de la guerre, et des circonstances qui avaient conduit à leur séparation. Au fil des mois qui suivirent, Michaela travailla pour intégrer cette nouvelle réalité dans sa vie. Elle maintint une relation avec sa mère biologique tout en chérissant le lien indestructible qu'elle avait avec Élise et Claude. Un an plus tard, lors de la première de son nouveau spectacle au Dutch National Ballet, Michaela regarda dans le public. Au premier rang, côte à côte, se trouvaient Élise, Claude et sa mère biologique, tous rayonnant de fierté. Alors qu'elle s'élançait sur scène, Michaela sentit une paix profonde l'envahir. Son corps, avec ses taches de vitiligo, racontait une histoire de résilience et de beauté. Sa danse était une célébration de son voyage, de toutes les personnes qui l'avaient aimée et soutenue. Dans un tourbillon de grâce et de force, Michaela de Prince dansait non seulement pour elle-même, mais pour toutes les petites filles qui rêvaient grand malgré les obstacles. Elle dansait pour montrer au monde que la vraie beauté vient de l'intérieur, et qu'avec de l'amour, de la détermination et du courage, on peut transformer même les débuts les plus difficiles en une histoire extraordinaire. Alors que le rideau tombait sous un tonnerre d'applaudissements, Michaela savait que ce n'était pas la fin de son histoire, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre rempli de possibilités infinies, d'amour abondant, et de la promesse continue d'inspirer et d'élever les autres à travers son art et son histoire.